Alors, je commence avec vous, Pierre Grandet. Dites-nous comment ça se passe chez vous au CHU de Bordeaux. Bien, en termes d'innovation, enfin, alors voilà, c'est un exemple bordelais, on va dire. On essaye justement, moi en tant que cadre, de jouer sur l'attractivité. Alors moi, dans mon domaine, parce que je suis expert au niveau respiratoire, avant d'être après cadre de santé, eh bien, j'ai une équipe aujourd'hui sur laquelle j'essaie de mettre le plus de moyens possible pour qu'ils puissent développer leur expertise, leurs compétences dans les secteurs de réanimation. Et aujourd'hui, grâce à ce qu'on essaye de mettre en place, en particulier dans le domaine de la recherche, c'est l'occasion de pouvoir lancer des projets de recherche et d'essayer de faire évoluer notre métier justement grâce à ces projets-là. Voilà, et je crois que vous avez Alors, quelques illustrations, si vous voulez, on peut les regarder. On peut, alors juste... Qu'on comprenne encore mieux votre propos. Juste simplement, je ne sais pas sur quoi on a... voilà. Alors, simplement, c'était pour dire aussi que sur les points communs, en fait, qui permettaient après de mettre en place ces différents domaines d'innovation, l'expertise était importante pour ces professionnels, que tous... ces professionnels aussi avaient une envie de vouloir transmettre et former leur expérience, que ce type d'intervention, elle se faisait avec d'autres métiers aussi de la santé, qu'elle faisait intervenir des technologies lourdes, des technologies nouvelles. Et donc là, si on regarde un petit peu, et si on peut... Voilà. Si on peut regarder un peu ce listage que nous, on avait fait sur l'ensemble de l'hôpital de Bordeaux, on avait choisi 6 thématiques, la recherche, la formation des professionnels, le domaine de l'évaluation du patient, le transfert de technologie, la mise en place d'ateliers spécifiques et des activités que l'on va dire un peu innovantes. Alors, juste très très vite, parce que je sais que cette thématique recherche et formation va être développée, mais c'est aussi pour beaucoup de professionnels à l'hôpital et au CHU de Bordeaux, la recherche et la formation des professionnels, c'est un engagement qui est fort et qui est attractif pour les professionnels. Alors simplement, si on regarde donc des domaines très spécifiques que l'on a par exemple sur le CHU de Bordeaux, donc c'est par exemple le domaine de l'évaluation. On a un certain nombre de kinés qui ne travaillent que dans ce domaine-là. On le connaît déjà depuis longtemps, par exemple, depuis des années avec les CRCM, les centres pour la mycoviscidose, où on a des kinés qui sont là uniquement pour bilanter les patients, générer des objectifs de soins et non pas réellement faire du soin à l'hôpital, mais proposer après avec les secteurs d'aval de prendre en charge le patient. Ça s'est de plus en plus développé à travers les centres de référence, certaines structures d'hôpital de jour, où pour plein de pathologies, on va avoir des kinés qui bilantent en permanence les gens pour essayer de faire proposer un vrai parcours éducatif par la suite aux patients. Autre domaine aussi fort que nous, on a essayé de développer, par exemple, à Bordeaux, c'est ce que nous, on a appelé un transfert de technologie et d'expertise. C'est, par exemple, mettre en place des technologies très lourdes, comme par exemple la ventilation non invasive, comme par exemple des appareils d'assistance à la toux, là, donc pour plein d'insuffisants respiratoires. On met en place ces stratégies à l'hôpital, mais naturellement, le patient va en avoir besoin après l'hôpital. Eh bien, on a des équipes, on a des kinés qui vont se déplacer jusqu'au kiné de ville pour pouvoir par la suite proposer de poursuivre ces techniques par leur intermédiaire, mais en les formant à leur tour pour mettre en place ces techniques. Et puis enfin, 2 derniers points, des ateliers spécifiques.
bien entendu l'éducation thérapeutique, mais pas que. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi au sein de l'hôpital, parce qu'on travaille avec d'autres professionnels, parce que ces kinés sont eux-mêmes aussi, en tout cas la formation en termes d'éducation, que l'on va avoir des ateliers spécifiques pour des pathologies spécifiques. Et enfin, alors voilà, c'était juste pour donc lancer un peu le débat, des innovations aussi où on voit aujourd'hui, depuis quelques années, le kiné qui travaille dans des domaines nouveaux. Alors, on parlait du numérique. Eh bien, dans la télémédecine, par exemple, c'est le cas à Bordeaux, où, par exemple, on a des kinés qui surveillent des patients transplantés qui viennent d'être transplantés du poumon, par exemple, et qui surveillent leur EFR et qui rappellent le patient si le patient est en difficulté. On a comme ça beaucoup de télésurveillance et où le kiné est impliqué dans ce processus-là. On va le retrouver, bon, et puis je laisserai comme ça la parole à d'autres, la RAC, on a aussi évoqué ça tout à l'heure, on a de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la récupération accélérée après chirurgie, de kinés qui sont impliqués pour accélérer le processus de récupération et permettre au patient de rentrer plus rapidement chez lui et à domicile. Voilà. Très bien. Isabelle, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, puisque vous êtes également, vous, au CHU de Bordeaux? Effectivement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons la chance, effectivement, je pense, d'être dans un CHU. Et pour ça, on a encore des moyens. On a encore des moyens, en fait, pour pouvoir donner alors je dirais pas du temps, mais en tout cas organiser le temps différemment pour qu'ils gagnent en expertise également, parce que les kinés, en fait, recherchent et rentrent à l'hôpital, pas que pour un confort, je dirais, d'horaire, en tout cas de qualité de vie, mais également un travail pluridisciplinaire. Ils recherchent également la reconnaissance de leur métier. Et ça passe également par, je dirais, l'utilisation de nouvelles technologies. On parle de télémédecine, on parle également de donner du sens à nos actions. En fait, donner du sens, c'est aussi... de donner de la continuité de soins. Respecter cette continuité de soins, en fait, c'est je travaille à l'hôpital, je m'occupe du patient et qu'est-ce qui se passe derrière. Et en fait, je pense que du coup, pouvoir amener le patient, je dirais, jusqu'au bout et aller, alors je ne dirais pas, c'est pas le but de donner des conseils, mais en tout cas de proposer un projet de soins qui puisse être continué à domicile, former les kinésithérapeutes salariés également, les familles, les aidants également pour des patients qui reviennent à domicile. C'est d'une part pouvoir conserver cette continuité de soins, éviter que le patient aussi, en termes de qualité de vie, ne revienne à l'hôpital par, je dirais, défaut de soins qui sont un petit peu lourds à domicile et qui ne pourront pas être gérés en permanence par des kinésithérapeutes libéraux. C'est pour ça que transférer les compétences également de l'hôpital vers la ville fait partie également de notre besoin de relation ville-hôpital pour pouvoir donner du sens en termes de continuité de soins. Est-ce que vous voyez les choses de cette façon, Flavien? Oui, j'ai même envie d'être un petit peu plus optimiste. Je pense que le kinésithérapeute n'est pas simplement l'utilisateur final des nouvelles technologies. Je pense qu'il a également son expertise à donner dans le développement de ces nouvelles technologies. Je vois par exemple, nous, au sein du laboratoire, on a développé une technologie qu'on a amenée dans différents services hospitaliers. Et la culture, clairement, du laboratoire Cognac G est d'aller chercher des personnes avec des doubles compétences, des ingénieurs avec une formation de médecin, des kinésithérapeutes avec une double formation en ingénierie biomédicale, parce qu'on a besoin en fait de personnes qui savent faire la transition entre le besoin clinique de l'hôpital et derrière les équipes de développement. Et c'est des personnes qui à la fois connaissent la clinique et à la fois connaissent au travers de leur formation initiale les besoins, qui vont être capables de discuter, de faire l'interface. Et les kinésithérapeutes ont tout à fait leur place en fait dans le développement des nouvelles technologies. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'aller chercher ces nouvelles compétences et de s'approprier la recherche. Et l'exercice à l'hôpital permet de sensibiliser les étudiants pendant leur formation initiale à l'intérêt de ces nouvelles technologies. Au travers de l'utilisation, par exemple, oui. Oui. Est-ce que, comme Pierre le disait il y a un instant, vous pensez que la possibilité d'étudier la mise en place de programmes de rééducation innovants
peut avoir un effet attractif pour les jeunes générations? J'aimerais le croire en tout cas. Après, force est de constater que lorsqu'on regarde par exemple la différence entre les médecins intéressés par la recherche qui vont poursuivre, ce qui représente à peu près 0,6% en fait, du pôle de médecins diplômés, si on prendrait ce même pourcentage-là et qu'on l'appliquait en fait finalement aux kinésithérapeutes, on devrait se retrouver avec plus de 500 kinésithérapeutes qui poursuivent vers la formation de 3e cycle à l'université, donc vers le doctorat. Le fait étant qu'on est plus aux alentours de 150-200 grand maximum au niveau national. Et finalement, il y a un manque de culture et de sensibilisation des étudiants vers la possibilité de poursuivre vers la recherche. Donc peut-être que ça vient finalement d'un manque d'utilisation et de connaissance des nouvelles technologies à l'hôpital, mais peut-être que c'est aussi une culture au sein des IFMK qui n'est pas forcément très développée sur ce point de vue-là. Isabelle? Oui, je voudrais rebondir en fait sur ce que tu disais. À l'heure actuelle, dans la formation initiale maintenant, qui est passée donc en 4 ans, l'initiation à la recherche est quand même énormément développée et je pense va sensibiliser encore plus les étudiants donc à cette recherche également de travail d'évaluation sur les nouvelles technologies. Et je pense que c'est aussi un avenir. Après, ça ne touchera pas, comme je dis, l'ensemble des kinésithérapeutes étudiants, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et je pense que à l'heure actuelle, on est tous connectés en permanence, et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas en fait lâcher sur l'hôpital. Dans le reportage, le praticien et prof des universités évoquait l'accès à la formation par et pour la recherche à travers l'obtention de grades de master et l'inscription en thèse d'université. C'est une possibilité, effectivement. Maintenant, on est encore loin parce qu'on n'a toujours pas le niveau master, en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, il va y avoir des ponts qui vont être faits, notamment par la création de l'IESR, puisque par exemple à Bordeaux, les étudiants sont maintenant intégrés dans l'Institut universitaire de la réadaptation, avec l'ensemble d'autres métiers de la rééducation, hein, mais qui vont pouvoir effectivement créer des ponts et surtout créer des ponts avec la recherche, puisque du coup, ça va permettre également de susciter des vocations et de donner des possibilités, donc avec des équivalences également, de pouvoir poursuivre après les études. Donc oui, c'est une possibilité. Mais je crois que, comme le disait Isabelle, c'est vrai que là, avec cette réforme qui est en cours, hein, les nouvelles promotions vont sortir que l'an prochain, il est évident que là, ça bouleverse quand même dans cette formation. On a un vrai apprentissage, une vraie initiation à la recherche, comme tu dis, et où, là, pour le coup, à l'hôpital, on a un élément aussi à partir de là aussi à nous transformer pour essayer de donner l'envie aussi à des kinésithérapeutes de poursuivre cette initiation à la recherche parce qu'on sait que c'est attractif. On sait que là aujourd'hui on a de jeunes kinésithérapeutes qui ne cherchent que ça. Alors bien sûr on a des gros problèmes au niveau financier pour les soutenir par rapport à ces projets-là, mais en fait derrière on sait qu'on a un vivier très fort qui ne cherche qu'à développer, et on est aussi dans un mode au niveau santé avec l'evidence base of medicine, avec donc même le fait de prouver aussi nos techniques, de faire sans cesse de développer ces analyses de pratique, et donc nous ici, nous dans l'exemple de notre CHU à Bordeaux, c'est d'essayer aussi de leur proposer ce climat propice à pouvoir monter des projets de recherche. On a une cellule, par exemple, aidante recherche à l'hôpital pour justement pour des publics pour des professionnels récents qui ne sont pas aussi habitués que ça à lancer ces projets. Voilà, mais certainement que ça, c'est un vecteur sur lequel il faudra aussi s'appuyer dans le futur. Oui, parce qu'en fait, à l'hôpital, il y a encore en fait cette dichotomie entre les étudiants qui vont sortir avec un niveau, je dirais, de méthodologie de recherche quand même assez important, et nos kinésithérapeutes qui sont sortis il y a une vingtaine d'années, par exemple, et qui, pour autant, n'ont pas eu accès à cette méthodologie. Donc, sur l'hôpital aussi, on crée des formations institutionnelles aussi, où ils peuvent effectivement s'inscrire, ce qui peut permettre également de susciter aussi
je dirais pas des vocations, mais en tout cas des envies, de la motivation pour poursuivre en fait dans les études. Ça ne veut pas dire automatiquement quitter le soin, parce que je repense toujours aussi, on a des patients dans les lits, hein, effectivement, et c'est très très important, mais ça veut dire que peut-être en tant que dans l'encadrement, comment organiser aussi les soins en leur permettant de faire de la recherche, toujours donc en étant donc sur le site. Donc ça se fait aussi, ça se réfléchit et on a tout intérêt à suivre aussi les envies de nos agents parce que du coup c'est important pour fidéliser en tout cas et les garder avec nous. Et notamment avec les nouvelles générations qui vont arriver, tous les étudiants, en fait, les futurs kinésithérapeutes qui seront chez nous dans quelques temps. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à comment les garder, en tout cas, de manière à fidéliser et éviter tout ce turnover, en fait. On en a parlé dans la table ronde précédente, et effectivement, c'est pas le tout de les faire venir, mais ensuite il faut les fidéliser, et ça n'est pas le plus simple. Mais tous les kinés n'ont pas non plus vocation à faire de la recherche. Parce qu'on a l'impression que maintenant, forcément, ça passe par la recherche, mais je veux dire, c'est pas non plus une obligation. Bon, en fait, effectivement, mais c'est pas parce qu'ils font pas de la recherche qu'ils font pas autre chose de qualité dans les soins. Et je pensais en termes de justement de peut-être pas d'innovation, mais en tout cas, tout à l'heure, dans la dernière table ronde, on parlait de difficultés de moyens au niveau des formations. Sur l'hôpital, en fait, on a mis aussi, on essaie de mettre en avant aussi des expertises pour pas qu'elles s'échappent, de manière, en fait, ce qu'on appelle de la formation interne. On demande à certains kinésithérapeutes experts de certains services, sur un temps, par exemple, de demi-journée, 2 jours, par exemple, de former un groupe de kinésithérapeutes du CHU, en fait, de manière à ce qu'ils puissent prendre en charge sur des techniques un petit peu, je dirais, nouvelles, entre parenthèses. Hein. Je donne un exemple. Par exemple, on fait des formations internes à la prise en charge des troubles de la déglutition, par exemple. Des choses, effectivement, qui ont été vues en formation initiale, mais pas poussées. Donc, ça, c'est des petites choses, en fait, qui demandent finalement peu de moyens, entre parenthèses, sauf peut-être de les sortir du soin sur ce temps-là, de manière, en fait, à regagner après en qualité de prise en charge. Et simplement, alors bien entendu, il y a bien des kinés qui ne veulent pas faire de recherche, mais par contre, comme l'interlocuteur qui était à ma place tout à l'heure, c'est donner du sens. Et je crois qu'en effet, ce qu'elle disait tout à l'heure, entre le mot abattage et le fait d'avoir un soin de qualité, c'est de savoir faire des choix et des priorités. C'est-à-dire, est-ce que finalement on fait du saupoudrage aujourd'hui avec des structures où des fois on manque de kinésithérapeutes, ou quand même finalement on va donner des priorités et ne pas répondre à toute la demande, mais avoir aussi une réponse de qualité et qui va satisfaire aussi le professionnel qui travaille dans son unité. Et donc ça, c'est peut-être aussi une réflexion à avoir quand on est aussi, par exemple, cadre de santé, dans l'idée de se dire, est-ce que je produis du soin simplement, ou est-ce que j'essaie d'avoir et de développer une compétence particulière dans un domaine, quitte finalement à ne pas répondre à toute la demande. Flavien, ça vous rend optimiste, tout ce que vous entendez là ? Oui, je suis évidemment très optimiste quand on voit en fait les évolutions concrètes et qui sont apparues en fait ces dernières années. Et on parlait tout à l'heure de la problématique de fidélisation. Je pense que la recherche, bien que ce ne soit pas la finalité du diplôme de kiné, est quand même un vecteur de fidélisation des praticiens hospitaliers. Et les différentes possibilités qu'offre le secteur hospitalier, notamment au travers, par exemple, de la possibilité d'avoir un statut bi-appartenant, qui est en fait un statut qui permet à la fois de faire de la recherche et de la pratique, et un vecteur de fidélisation, puisque ça va pousser finalement les kinésithérapeutes à poursuivre vers le doctorat. Alors, il faut qu'on parle un peu de votre association, les Cartésiens, créée en 2010 pour créer un maillage entre jeunes chercheurs. Oui, tout à fait. Alors, plus précisément. En fait, c'est une association qui a été créée à l'origine au sein de l'Université Paris-Descartes et qui s'est ensuite étendue à la commune de l'USPC qui représente 9 établissements différents dans Paris.
Et en fait, c'est une association à but du coup de création de réseaux entre doctorants, puisque les problématiques en fait qu'on retrouve d'isolement du doctorant peuvent être très bien contrebalancées au travers de la création de ce type de réseau. Et finalement, l'échange et la multidisciplinarité vont permettre vraiment de créer une émulation au travers des doctorants. Bien, alors, vous savez ce qu'on va faire comme tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de prendre toutes les questions. On va essayer de se donner un peu de temps là pour prendre les réactions, les témoignages et ne frustrer personne. Donc, le professeur Pierre-Alain Joseph n'est pas arrivé par hasard, non, il ne nous a pas rejoint. Bon, alors, on fera sans lui. Madame, là-haut, première question. Bonjour, kinésithérapeute au CHU de Besançon. Je voulais vous remercier pour votre intervention. Donc effectivement, vous avez tout à fait ciblé la problématique des kinésithérapeutes et l'intérêt qu'on a à rester à l'hôpital, c'est de développer une expertise, c'est de faire de la recherche. Même moi, ça fait 18 ans que je suis en CHU. J'ai pas été formée à la recherche, mais je me forme. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge, mais avec la motivation. Là où se heurte vraiment, c'est le problème de vacances de poste, parce que je ne sais pas à Bordeaux si vous avez des problèmes des soucis d'effectifs, parce que Bordeaux, c'est pas Besançon. Mais nous, on a envie de continuer à donner des priorités, et je pense qu'il va falloir au sein de la profession de kinésithérapeute et d'encadrement, qu'on définisse effectivement des priorités, comme vous dites, pour éviter de faire du saupoudrage. Parce que ce saupoudrage fait qu'on n'a pas envie de rester, même si ça fait 20 ans qu'on travaille au sein des CHU, et ben on a envie de partir, parce que moins on est nombreux, plus on fait de saupoudrage et moins on fait du travail d'expert. Donc peut-être il faudrait qu'on ait une réflexion tous ensemble pour dire dans quel domaine on veut continuer à ce qu'il y ait des kinésithérapeutes. Et malheureusement, pour l'instant, peut-être laisser d'autres domaines, je ne sais pas, c'est une réflexion en commun, pas seulement au sein de l'ordre, mais je pense qu'il faut vraiment faire appel aux kinés qui travaillent au sein des établissements, parce qu'on est, on est vraiment acteur de notre métier. Au sein de chaque CHU ou même CH, on met en place des groupes de travail, et faites appel à nous, parce qu'on a des idées aussi. Voilà, merci. Merci. Oui, Pierre. Comme vous l'avez dit, il est évident que développer une expertise, ça prend du temps. Ça veut dire que et d'ailleurs on le voit dans tous les domaines professionnels, on ne peut être expert, on est jeune diplômé, on n'est pas expert, on va prendre du temps pour le devenir. Et cette expertise, il est évident que c'est complètement antinomique quand on voit les turnovers, quand on voit ce pourcentage de kinés qui quittent nos établissements. Et s'ils le quittent, c'est parce qu'ils ne sont pas toujours aussi satisfaits de plein de choses. Donc c'est évident que voilà, si on veut développer ces expertises, il faut aussi en quelque sorte s'en donner les moyens. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, ici. Madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Nathalie Oumans, cadre de rééducation, vice-présidente du conseil régional région Centre Val-de-Loire, région assez dépeuplée, très dépeuplée même. Merci pour votre intervention. On se connaît et puis on se rencontre en congrès. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le rôle du cadre de rééducation. Et moi, je m'inquiète pour deux choses. D'une part, pour l'évolution de la formation et l'évolution de la démographie de ces cadres. Comment allons-nous pouvoir maintenir ou sauver la kinésithérapie salariée si les cadres disparaissent du terrain? C'est une bonne question. La problématique en fait, pour les cadres reste exactement la même que pour les kinés, hein, on le sait très bien. Les salaires, hein, effectivement, la difficulté aussi sur le terrain de recevoir les difficultés éprouvées par les kinésithérapeutes parce on reste cadre de proximité. Donc ça, c'est très, très compliqué. Alors, je n'ai pas de solution pour faire venir encore plus de cadres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tant que
cadre moi-même et dans la formation et sur le terrain, je pense que ce qui est important malgré tout, c'est que les kinés qui restent sur le terrain, il faut continuer à les écouter. Et en fait, pour donner sens, on en a beaucoup aussi qui ont tendance à... il y a ceux qui ont envie de faire de la recherche, il y a ceux qui n'en ont pas spécialement envie, hein, donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que essayer de trouver des solutions avec eux. Donc, quand effectivement, oui, je voudrais faire de la recherche, mais là, je ne peux pas. Ben, effectivement, c'est peut-être pas le moment maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera jamais. Donc, il faut garder toujours en tête, il y a quelque chose à fouiller et il faut les accompagner. Après, il faut également, je pense, les aider à prioriser dans le travail, ce qui est franchement pas facile, parce qu'effectivement, quand on parle de perte de chance lorsqu'il n'y a pas eu de kiné pour un patient âgé dans un lit depuis 15 jours, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, les aider à prioriser fait partie aussi de notre travail en tant que cadre de santé. Et la recherche, il faut l'accompagner et pas toujours facile. Justement, mon inquiétude, c'est la disparition des cadres, qui, à mon avis, est très liée à la disparition des kinés, en milieu salarial. Pierre. Il y aura aussi une réflexion sur les modalités de recrutement des cadres de santé. Et peut-être aussi de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies à avoir sur ce type de recrutement? Est-ce qu'on passera par uniquement les écoles de cadres? Est-ce qu'on passera aussi par des recrutements avec des niveaux universitaires reconnus en équivalence pour être cadre de santé? Alors peut-être deux dernières réactions. Monsieur, ici. William Sraiki, je suis adjoint à Isabelle Aboustet, directeur d'IFMK qu'on a écouté tout à l'heure. Et à propos de la recherche, je voulais juste partager avec vous l'idée que parmi nos étudiants, beaucoup choisissent, disons, une thématique de méthodologie de recherche inspirée de problématiques biomécaniques, biomédicales ou biomécaniques, et certains commencent à s'autoriser à se questionner autour des éléments psychosociaux, du modèle de santé biomédico-psychosocial. Et donc, dans les hôpitaux, on a cette richesse très, très importante de ces expériences auprès des praticiens, mais aussi auprès de l'encadrement, de la dimension des symptômes vécus par les patients, la douleur, la fatigue, la peur, l'angoisse, les difficultés d'apprentissage, de concentration, de mémorisation que les patients présentent, et pour lesquels on a autant de sujets de recherche sur lesquels accompagner les étudiants. Donc mon interrogation et mon partage, c'est est-ce que toute cette richesse-là, elle n'est pas insuffisamment exploitée, on va dire, par nos étudiants, ou en tout cas par l'encadrement qu'on offre à nos étudiants, pour enrichir la vision méthodo de recherche qu'on voit souvent autour d'appareils ou d'aspects biomécaniques. Et donc je m'interrogeais sur le pourcentage de problématiques sciences humaines, ou sciences douces, comme dirait Michel Serres, en opposition aux sciences dures, sur les qualités d'accompagnement qu'on peut avoir pour les étudiants sur les terrains, dans les services, dans les labos de recherche. Merci. Alors, je pense que déjà, il y a tout à fait la place en fait pour les sciences humaines en kinésithérapie. Donc, on n'est pas juste des gens qui plient des genoux. Et d'autre part, je pense qu'il y a vraiment une valorisation à apporter, que ce soit dans les établissements, que ce soit même à l'université. Nous, on voit très bien une différenciation entre sciences humaines et sciences exactes, avec un peu trop de valorisation des sciences exactes, on va dire, par rapport aux sciences humaines. Donc ça, il faut le pousser. L'autre problématique, c'est aussi que on a trop peu en fait de kinésithérapeutes qui ont été formés à la recherche. Donc ça se développe tout doucement. Mais si on compte le nombre de kinésithérapeutes ayant une HDR, donc une habilitation à diriger des recherches, je pense vraiment que ça se compte sur les doigts d'une main. Et ça va forcément poser un problème pour le suivi en fait des kinés qui souhaitent poursuivre la recherche, ou simplement sur la formation des kinés qui vont sortir incessamment sous peu avec un grade de master. Bien, le mot de la fin pour cette table ronde, en tout cas, c'est Monsieur Chanu, cadre à la PHP, qui prend la parole. Pour répondre à la question de la kiné de Besançon, nous, on s'était
interrogé au sein de notre collégiale à la PHP de cibler le kiné expert de façon à le valoriser au même titre que le kiné qui a une expérience et qui encadre un certain nombre de tuteurs. Et on avait demandé à nos dirigeants, entre guillemets, de pouvoir différencier, j'ai envie de dire, son activité et le rémunérer en conséquence. Aujourd'hui, on est encore un petit peu dans cette impasse, mais c'est peut-être plus une piste à suivre plutôt que de laisser de côté des champs d'activité qui, si on ne les occupe pas, seront occupés par d'autres, de toute façon. Donc c'est plutôt de valoriser, enfin il me semble, ce travail d'expert ou ce travail de recherche dans une institution. Une réflexion. Bien. Vous voulez ajouter Juste un dernier mot? Peut-être la réponse, ça sera avec l'arrivée des pratiques avancées aussi. Et la valorisation à travers aujourd'hui ce qu'on appelle les pratiques avancées. On le voit sur le métier d'infirmière, le démarrage cette année. Il faut absolument qu'au niveau des kinés aussi, ces pratiques avancées permettent aussi de faire des ponts et financiers aussi pour eux, à mon avis. Très bien, merci. Je vous propose qu'on applaudisse nos 3 intervenants.